Thomas Sothard et Audrey Mote. Thomas Sothard, 46 ans, était un homme marié, originaire de Louisiane, en 1956, qui entretenait également une relation avec une femme de 31 ans nommée Audrey Mote. Audrey! Une mère célibataire divorcée de 3 enfants de Bâton Rouge avait rencontré son amant dans une entreprise chimique locale où ils travaillaient tous les deux en 1952. Leur romance naissante, qui a suivi peu de temps après, était un secret bien gardé de ceux qui les entouraient, y compris leurs collègues. Alors qu'Audrey incluait Thomas dans sa vie sociale, il était toujours présenté comme un ami. En 1955, Audrey est allée vivre à Saint-Louis pendant 5 mois. Pour se remettre d'une dépression nerveuse, elle est rentrée chez elle avec une petite fille dont les parents ne voulaient pas. Mais il a été découvert que Thomas avait parrainé l'adoption et avait permis à Audrey d'utiliser son nom de famille sur les documents, amenant de nombreux détectives en ligne à spéculer qu'il était le père de l'enfant. Les 2 autres enfants d'Audrey étaient le fruit de son ex-mari. Le couple se retrouvait régulièrement le samedi où ils racontèrent tous les deux le même mensonge à leur famille, à savoir qu'ils devaient simplement partir. C'était le cas le samedi 24 novembre 1956. Cela aurait dû être comme n'importe quelle autre rencontre, car le couple s'est retrouvé vers 7h30 et a conduit jusqu'à une allée d'amoureux isolée. Un père et son fils ont aperçu Audrey et Thomas vers 9h du matin et malheureusement, ils ont également été ceux qui ont découvert la scène de meurtre macabre le lendemain matin. Thomas Sothard avait été abattu d'un coup de fusil de calibre 16 à la tête. Il a été abattu à l'arrière de la tête et son corps a été retrouvé sur le sol, c'est là où initialement les autorités ont supposé qu'Audrey était la meurtrière et qu'elle avait tué son petit ami dans un accès de colère qui avait suivi une dispute amoureuse. Cependant, cette opinion a changé lorsque, à 15 mètres de distance, des empreintes de pieds nus ont été repérées sur le sol, suivies par des empreintes de bottes, comme si Audrey était poursuivie. Ses vêtements ont été retrouvés dans la voiture et des objets personnels ont été découverts sur le sol à côté du véhicule. Les clés étaient toujours dans le contact, mais un autre jeu de clés de voiture a été trouvé là où se trouvaient les empreintes de pas. Les empreintes de pas, soupçonnées d'être celles d'Audrey, se terminaient à une seule trace de moto sur une route menant à l'autoroute. Le sac à main d'Audrey n'a jamais été retrouvé et sa voiture a été découverte plus tard au restaurant de leur rencontre. La police a réalisé que les clés de voiture trouvées sur le sol sur les lieux du crime appartenaient à la voiture d'Audrey. Étrangement, il a été découvert que quelques semaines avant le meurtre, Audrey avait dit à sa mère qu'elle devrait prendre les enfants et quitter la région, mais elle n'a pas expliqué pourquoi. 2 semaines après le crime, le 6 décembre, l'ancienne belle-mère d'Audrey a reçu un coup de téléphone. La voix à l'autre bout de la ligne a dit qu'ils étaient en difficulté et avaient eu besoin d'aide. À peu près à la même époque, une serveuse a dit à la police qu'elle avait vu une femme débraillée ressemblant à Audrey dans un restaurant. C'était la dernière apparition signalée de la jeune femme de 31 ans. Un suspect précoce dans le meurtre de Thomas Hawkins était un homme de 41 ans du nom d'Edmund Dewey. Il a tiré et blessé une femme lors d'une tentative de vol à la Nouvelle-Orléans et a été lié à l'affaire par un sac à main qui a été trouvé dans sa voiture, qui ressemblait à la description de celui d'Audrey. Après avoir reçu un, je cite, sérum de vérité administré par la police, Dewey a avoué avoir tué le couple et enterré le corps d'Audrey dans une décharge. Toutefois, la police ne l'a pas trouvé lors de la fouille. On ne sait pas si Dewey est toujours considéré comme un suspect, mais cela semble peu probable, car très peu de choses semblaient le lier à l'affaire. Et des aveux sous l'influence de produits chimiques et de drogues administrés par la police sont souvent inexacts et faux. Les enquêtes sur le meurtre de Thomas et la disparition d'Audrey se sont rapidement éteintes. L'affaire est restée complètement au point mort jusqu'en 1980 lorsqu'un homme mourant nommé Ernest Acosta a indiqué à sa famille que sa femme en union libre, Caroline Schlesser, décédée en 1979, avait tué Audrey et Thomas. Acosta a affirmé qu'il avait ensuite aidé à se débarrasser du corps d'Audrey. Cependant, la fille d'Acosta, Marville, soupçonne que son père était impliqué, pas Schlesser, et il y a quelques incohérences inhabituelles dans sa confession. Acosta et Schlesser S.A. vivaient en bordure d'un marais à moins d'1 kilomètre de la scène du crime et avaient tous deux une mauvaise réputation. Schlesser dormait avec un fusil de chasse, mais Acosta l'a tué par arme à feu. Mais Schlesser n'était pas hostile envers ceux qui s'approchaient trop de la propriété. La fille d'Acosta a affirmé que Henri et Audrey sont venus à la maison au moins 2 fois et ont rencontré Schlesser.
Acosta a affirmé qu'il savait quelque chose à son sujet, mais on ne sait pas quoi. Soi-disant, Audrey était apparentée à Schlesser, mais encore une fois, on ne sait pas comment. Selon Acosta, le 24 novembre 1956, il rendait visite à ses enfants, mais a reçu un appel téléphonique de Schlesser qui l'a fait rentrer chez lui immédiatement. Il a affirmé que les meurtres avaient eu lieu chez eux et qu'il avait déplacé le corps de Thomas dans la voiture avec l'aide d'un voisin. Cependant, il semble douteux qu'un voisin serait heureux de participer à la dissimulation d'un meurtre. Il est allégué que le corps d'Audrey était attaché à un canon de la guerre civile et a été jeté dans le marais voisin. La fille d'Acosta, Marville, a fait part de ses soupçons concernant l'aveu, surtout que les preuves montrent également que Thomas a été assassiné dans sa voiture. Et un enquêteur de Caressan suspecte que Acosta était le meurtrier et qu'après avoir observé le couple ensemble dans la voiture, il a décidé de les attaquer et d'agresser sexuellement Audrey. Les seuls autres suspects logiques dans cette affaire macabre seraient la femme de Thomas, qui connaissait apparemment Audrey et ne l'aimait pas ouvertement. Apparemment, pendant une grève de travail, Thomas avait permis à Audrey de rester avec sa famille dans sa maison. Et elle essayait constamment d'être autour de Thomas et de causer des dissensions entre le couple marié et semer la discorde dans le couple. Cependant, l'épouse de Thomas a déclaré ne pas être au courant de la liaison et n'a donc jamais été sérieusement soupçonnée. La fille d'Audrey, Dexy, était désespérée de retrouver les restes de sa mère et a cherché des réponses jusqu'à son décès. En janvier 2019 d'un cancer agressif, elle a donné son acide désoxyribonucléique à la police avant sa mort, dans l'espoir qu'un jour, les restes de sa mère seraient identifiés. Jusqu'à ce jour, les restes d'Audrey n'ont jamais été retrouvés. Les restes d'Audrey n'ont jamais été retrouvés à ce jour. En février 2011, des restes humains suspects ont été découverts. Mais cette piste n'a probablement pas abouti car ils n'étaient vraisemblablement pas ceux de la mère de 3 enfants disparus. Maintenant, près de 70 ans après sa disparition, il semble peu probable que le corps d'Audrey soit jamais retrouvé. Carol Cole. Précédemment connue sous le nom de Bozado, Carol Cole a passé la majeure partie de sa mort en tant que Jane Doe non identifiée. Étrangement, Carol avait été écartée comme étant l'identité de la Jane Doe, mais on ne sait pas pourquoi. Carol n'avait que 17 ans lorsque son corps a été retrouvé en 1981 dans la paroisse de Boza, en Louisiane. Elle avait été dissimulée dans une zone fortement boisée. Elle a été retrouvée portant un djan, un haut à manches longues, blanc avec des rayures roses, jaunes et bleues, un pull à capuche beige, des chaussettes blanches avec des rayures bleues et jaunes, des caleçons blancs et un soutien-gorge, et des chaussures de taille 7. L'un des accessoires les plus identifiables qu'elle portait était une ceinture en cuir avec une boucle ornée d'un buffalo nickel. La cause du décès de Carol a été établie comme étant un coup de couteau, et son corps avait été perforé 9 fois. L'arme du meurtre a été trouvée dans le sol près de ses restes. Elle a été tuée environ 4 à 7 semaines avant que son corps ne soit découvert, et elle était dans un état de décomposition méconnaissable. Bien que les autorités aient réussi à créer une description de ce à quoi la victime aurait pu ressembler. Carol, connue à l'époque sous le nom de Bozado, était décrite comme étant blanche avec une possible ascendance amérindienne mesurant entre 1,65 m et 1,67 m et pesant entre 57 et 73 kg avec des cheveux blonds raides aux épaules. Il a également été découvert que ses bagues avaient été enlevées, mais pas de manière professionnelle. Bien que la sœur de Carol, Linda Janie Phelps, n'ait jamais cessé de la chercher, c'est un opérateur du 911 qui a fait le lien entre Carol Cole et la Bozado. Le 6 février 2015, l'opérateur du 911 qui avait vu l'image de Bozado ainsi que celle de Carol sur une page Facebook a signalé la ressemblance à la police. La correspondance a été confirmée par acide désoxyribonucléique enterré au cimetière de Maple Grove à Comstock, Michigan. Le 18 juin 2015, Carol Cole était originaire du Michigan et avait disparu de San Antonio, Texas depuis 1980. Elle et sa sœur Janie vivaient avec leur grand-mère dans le Michigan après le divorce de leurs parents. Mais en 1979, Carol a décidé d'accompagner sa mère au Texas et elle est restée en contact avec sa sœur par téléphone et des lettres manuscrites. Il semblait que Carol avait l'habitude de fuguer. Comme lorsque sa mère l'a placée dans un foyer pour filles, géré par le programme de lutte contre l'abus de drogue de Palmer en mai 1980, elle avait quitté de son propre gré en octobre de la même année.
Les appels téléphoniques et les lettres que sa famille recevait ont cessé en décembre 1980. Sa grand-mère a retrouvé un lieu où elle avait séjourné à Shreveport, en Louisiane. Carol aurait résidé ici pendant une courte période après avoir quitté le plan départemental d'action pour le logement. Les résidents de la maison ont dit à la grand-mère de Carol qu'elle était partie pour assister à une fête et n'était jamais revenue. Il est possible qu'après cette période, Carol ait passé une partie de sa vie dans une institution religieuse appelée la Nouvelle École Bethany pour filles à Arcadia en Louisiane. Une image prise autour du moment de sa disparition montrait un groupe de filles de l'école assises sur des bancs. Et Janie pensait que l'une d'entre elles ressemblait à Carol. Les enquêteurs ont suivi cette piste, mais cela n'a abouti à aucune nouvelle information. À part qu'une femme prétendait avoir passé du temps avec une fille comme Carol, mais avait oublié son nom. Certains pensent que les chaussures et le style de vêtements dans lesquels elle a été trouvée reflétaient le code vestimentaire en vigueur par la Nouvelle École Bethany pour les filles. Il est également noté que Carol avait cassé les bacs de ses dents avant de disparaître. Cela correspondait bien à l'orthodontie du dos de Bowser. Janie avait également signalé la disparition de sa sœur, soupçonnant un acte criminel lorsque la communication entre elles s'est brusquement interrompue. Elle et une amie d'enfance de Carol ont cherché sans relâche la fille disparue pendant des années, la listant même sur Facebook et Craigslist pour sensibiliser à l'affaire. Et comme nous le savons, c'est cela qui a conduit le répartiteur du 911 à remarquer la ressemblance frappante entre le Bowser d'eau et Carol. La grand-mère de la jeune fille de 17 ans a également cherché sa petite fille sans relâche, mais décédée avant que ce lien ne soit établi. Un homme nommé Henry Lee Lucas, un tueur en série, a avoué le meurtre de Carol Cole et celui d'autres victimes non identifiées. Cependant, sa confession n'est pas jugée crédible par les autorités. Il était en Floride au moment du décès de Carol. Le principal suspect dans l'affaire Carol Cole est un homme nommé John Chesson dont les enfants ont découvert le corps en 1980. C'est sa fille, Frances O'Quan, qui a pointé du doigt. Selon Frances, Chesson avait emmené les enfants à la chasse pour la première fois ce jour-là pour établir son innocence en trouvant le corps de la victime et en le signalant. Apparemment, Chesson avait demandé aux enfants de marcher dans une certaine direction, les regardant comme s'il attendait quelque chose. Frances a décrit son père comme abusif et a affirmé qu'une jeune autostoppeuse qu'il avait ramenée à la maison était Carol. Chesson avait été condamné pour le meurtre de l'ancienne belle-mère de sa femme séparée en 1997 et est mort en prison en 2016. Le frère de Frances s'est suicidé en 2008. Les enquêteurs travaillant sur l'affaire de Carol Cole ont interrogé la veuve du frère de Frances ainsi que Chesson, qui restait une personne d'intérêt jusqu'à sa mort. L'enquêteur principal sur l'affaire a demandé à Frances de lui montrer où son père avait pris la fille, qui était peut-être Carol Cole, et l'a emmenée à l'un des endroits où Carol avait passé son dernier appel vers le Michigan. Frances ne savait pas cela avant de montrer l'emplacement à l'enquêteur. La seule autre théorie dans l'affaire a été soulevée par Janie, qui a affirmé que Carol avait mentionné un petit ami qui la maltraitait dans l'une de ses lettres. Cependant, cette piste ne semble pas avoir été suivie ou a peut-être mené nulle part. L'école New Bethany pour filles a été fermée en 2001, après de nombreuses allégations d'abus sexuels sur le site. Le fondateur est mort en février 2015 à 82 ans. La mère de Chesson, Frances Cole, a été identifiée dans le cas de Carol Cole, mais le meurtrier de cette dernière reste inconnu et sa sœur cherche toujours justice. Les 8 de Jeff Davis. Les 8 de Jeff Davis, également appelés les 8 de Jennings, font référence aux affaires de meurtres non résolues de femmes tuées dans la paroisse de Jefferson Davis, en Louisiane. Entre 2005 et 2009, 8 femmes impliquées dans la drogue ou la prostitution ont fini par mourir, leurs corps jetés dans les marais et les canaux autour de Jennings. La plupart des corps étaient si mal décomposés que leur cause de décès était difficile à déterminer, bien qu'il ait été découvert que 2 des 8 femmes avaient la gorge tranchée, tandis que les 6 autres auraient été asphyxiées. Il y a eu plusieurs suspects dans l'affaire au fil des ans, et bien qu'au début un tueur en série était soupçonné d'être le coupable probable, il semble maintenant plus évident pour les Jennings. Il est clair pour le grand public et les journalistes qui ont enquêté sur ces affaires que plusieurs tueurs différents sont plus probables, bien que les forces de l'ordre n'aient pas totalement écarté la piste du tueur en série.
Le cas des 8 de Jeff Davis est tristement célèbre pour le manque de professionnalisme dans la conduite de l'enquête. Les erreurs et les gaffes du bureau du shérif ont conduit à la perte et à la disparition de preuves et à plusieurs accusations échouées dans l'affaire. Loretta Lewis a été la première victime de Jennings. Elle a été retrouvée dans une rivière par un pêcheur le 20 mai 2005 et n'avait que 28 ans. Après cela, un flux régulier de femmes a commencé à être retrouvées assassinées dans la région. Ernstine Marie Daniels Patterson, 30 ans, a été la prochaine victime, suivie de Kristen Gary Lopez, Whitney Dubois, Laconia Muggy Brown, Crystal Zeno et Brittany Gary qui n'avait que 17 ans. La 8e et dernière victime des meurtres était Nicole Gilroy, 26 ans, retrouvée juste à côté de l'Interstate 10 en 2009. L'un des éléments les plus intéressants du cas des 8 de Jennings est que la plupart des victimes se connaissaient d'une manière ou d'une autre. Kristen et Brittany étaient deux cousines, tandis que Brittany avait également vécu avec Crystal en tant que colocataire peu de temps avant son meurtre. Ce qu'elles avaient toutes en commun, c'était la pauvreté et un passé de drogues et de travail du sexe, et caché au public, pour la plupart, pendant longtemps, c'était que les filles travaillaient toutes comme informateurs pour la police, fournissant des informations sur le commerce local de drogue. Elles ont également souvent donné aux autorités des détails sur les autres victimes de Jeff Davis 8, avant de finir elles-mêmes mortes. En décembre 2008, une force d'intervention de 14 agences fédérales, étatiques et locales a été créée et ils ont initialement commencé à chercher un tueur en série. Bien que, comme mentionné précédemment, cette théorie ait quelque peu finalement pris le second plan. Une récompense de 8 000 $ a été créée pour toute information qui permettrait de résoudre les affaires. Un aspect surprenant de l'affaire est que les propres témoins de la police ont nommé des membres des forces de l'ordre locales comme suspects et même les familles des victimes croient que la police locale a joué un rôle dans la mort de leurs filles et sœurs. Ethan Brown, un journaliste d'investigation, a fait une plongée profonde. Dans cette affaire complexe et dérangeante. À l'exception d'Ernstine Patterson, toutes les femmes étaient liées à un travailleur de plateforme pétrolière de 63 ans devenu propriétaire de clubs de striptease, nommé Frankie Richard, qui a admis avoir consommé des drogues avec et avoir couché avec la plupart des femmes. Richard a effectivement été accusé du meurtre de Kristen Gary Lopez, mais les charges ont été abandonnées en raison de déclarations de témoins contradictoires et la mauvaise gestion d'une pièce clé de preuves matérielles. Clé. Des arnaqueurs de rue liés à Richard sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de certaines femmes. Plus tard, deux autres hommes nommés Byron Chad Jones et Lawrence Nixon, qui était le cousin de Laconia Brown, ont été brièvement accusés du meurtre d'Ernstine Patterson, mais le bureau du shérif n'a pas testé la prétendue scène de crime jusqu'à 15 mois après le meurtre et il, je cite, n'a pas réussi à démontrer la présence de sang. Et donc, l'affaire s'est effondrée en conséquence. Laconia avait été interrogé sur le meurtre d'Ernstine et un témoin affirme que Laconia avait en fait vu le corps de Loretta, la première victime de meurtre, avant que les pêcheurs ne le trouvent et ne le signalent. Puis en 2006, Lopez a été interrogé sur le meurtre de Loretta. La mère de Lopez, qui s'est entretenue avec Ethan Brown dans l'article détaillé qu'il a écrit sur les 8 de Jeff Davis, a dit, je cite, « Elle savait ce qui se passait. Elles avaient peur, ces filles. Je pense qu'elles savaient. Il semble évident que ceux interrogés dans des homicides de haut profil finissent eux-mêmes par être retrouvés morts, ayant trop peur pour parler de ce qu'ils savaient. » Aurait dû alerter la force d'intervention, gérant les affaires des Jennings 8. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu plus d'enquêtes sur cela? Entre les affirmations que des membres des forces de l'ordre local étaient impliqués, la conviction de la famille que c'était le cas et la connaissance de la corruption et de la flexibilité de la police dans la région, il semble qu'il y ait peu de doute que les autorités étaient impliquées dans ces meurtres. Depuis les années 1990 jusqu'en 2014, il y a 20 homicides non résolus dans la région de la paroisse de Jeff Davis. C'est un taux de résolution étonnamment bas dans une zone à forte criminalité. Le département de police de Jennings et le bureau du shérif du comté de Jeff Davis vantent, je cite, des modèles et des pratiques de conduite inconstitutionnelles et semblent incapables de se contrôler, souvent impliqués dans des actes criminels qui victimisent plutôt que de protéger les citoyens sous leur responsabilité. À la fin de 2008, une prostituée de la région a averti la force d'intervention d'investigation que Nicole Gilroy pourrait être la prochaine victime.
Nicole avait un long casier judiciaire, la majorité de ses charges ayant été abandonnées car le procureur ne souhaitait pas les poursuivre. De nombreux informateurs pour la police voient de leurs charges abandonnées de cette manière en échange d'une coopération off the record. Il semblerait que le procureur ne voulait pas les poursuivre, probablement parce que les filles travaillaient comme informatrices pour la police, bien que le shérif ait refusé de le confirmer. La mère de Nicole l'a traité de paranoïaque en disant, je cite, « Ça en est arrivé au point où elle ne voulait aller nulle part seule et, je cite, « elle nous disait tout le temps que c'était la police qui tuait les filles. » Nicole a dit à sa mère qu'elle ne serait pas là pour son 27e anniversaire et a placé ses 4 enfants sous la garde de parents. Les témoins de la force d'intervention dirent de Nicole dans ses derniers jours, citation, « Elle avait peur de quelqu'un » et, citation, « Elle savait qui avait tué les filles ». Par coïncidence, le père d'Ernstein était l'une des dernières personnes à voir Nicole vivante. Ce n'est pas un incident isolé dans ce cas que des proches aient affirmé que les femmes leur avaient dit que les forces de l'ordre étaient à blâmer pour les meurtres. En fait, cela semble presque être une connaissance commune parmi ceux qui sont proches des Jennings. En 2007, un sergent de la police a appris que 2 femmes en prison à la prison de la ville voulaient éclaircir les homicides non résolus qui étaient commis par, je cite, des officiers de police de haut rang. Il a enregistré les femmes alors qu'elles lui donnaient des détails très précis sur les meurtres de Whitney et Kristen et prétendument, la police a couvert le rôle de Frankie Richards dans au moins l'un de leurs décès. L'affaire demeure irrésolue à ce jour. Les cas complexes et entrelacés comportent de nombreux chocs et des coïncidences perturbantes, bien trop nombreuses pour que l'on pense qu'il s'agit simplement de coïncidences. Il y a, en fait, trop d'informations pour que nous puissions passer en revue chaque détail, mais une chose reste claire. Il se passe quelque chose de profondément perturbant au sein du bureau du shérif de la paroisse de Jeff Davis, mais au moins pour le moment, les meurtres des 8 de Jeff Davis resteront non résolus. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Si vous avez encore faim de plus d'affaires non résolues dans la vraie vie, veuillez consulter le podcast des détectives des affaires non résolues. Merci d'avoir regardé. Restez alerte, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.